Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique d'origine congolaise, ancien diplomate. Il préside aujourd'hui le Parti libéral congolais. Monsieur Marcel Makome est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Babilas. Je vais commencer cette émission par des chiffres. Le Congo totalise une dette de 9,5 milliards de dollars, soit 130% de son produit intérieur brut. Comment est-ce que ces chiffres résonnent dans vos oreilles? Ces chiffres me donnent même le tournis. C'est des chiffres effectivement qui résonnent durement dans mes oreilles. Vous savez que notre pays, nous avons à l'heure actuelle une production de 450 000 barils le jour, soit un tanker tous les 2 jours. Et en principe, avec les moyens, je dirais, naturels que nous avons, nous ne pouvons pas avoir pu atteindre une dette aussi innommable, colossale. Mais si on s'est endetté, c'est qu'on a pu réaliser un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez votre pays, vous estimez qu'on a dépensé de l'argent et les réalisations sont là, présentes? En tout cas, sur cet argent qui est sorti, que nous avons pu engranger quand il y avait eu le boom pétrolier, je dirais que ça a beaucoup plus servi sur des projets de prestige que des projets véritablement utiles à la société congolaise. Vous parlez de projets de prestige. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Mais vous avez, par exemple, dans la municipalisation accélérée, la construction des palais présidentiels dans toutes les régions. Et quand on sait que le chef de l'État ne se promène pas dans ces régions-là, il peut passer facilement tout un mandat sans avoir mis pied dans une seule région. C'est donc du gâchis. Mais vous parlez de municipalisation accélérée, bien entendu qu'il y a eu des palais présidentiels qui ont été construits dans un certain nombre de régions, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des infrastructures quand même de première nécessité qui ont été érigées dans nombre de régions de par cette municipalisation accélérée-là. Vous le reconnaissez quand même? Mais dans ces infrastructures dont vous dites, oui. Aujourd'hui, par exemple, dans les environs de Brazzaville, le quartier de Talanga et Ngamakoso, vous avez les routes qui n'ont même pas fait 4 ans. Hein. Les érosions ont gagné les endroits et tout. C'est du travail très mal fait, du travail bâclé. C'est pour ça qu'il faut revoir cette politique. Cette politique a été menée un peu à la va-vite, n'a pas été réfléchie. Et en partie, cet argent est reparti dans les circuits, justement, de blanchiment, dans les paradis fiscaux. Et c'est ce que nous sommes en train, justement, donc, vous voulez dire que la municipalisation accélérée n'est pas un projet bien pensé? Oui, ça n'a pas été bien pensé dans la forme actuelle qui a été appliquée. Vous dites que l'argent se retrouve dans les paradis fiscaux. Vous soupçonnez qui concrètement? Mais c'est connu de tout le monde. Ah, moi je ne oui, connais pas. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas congolais, mais c'est connu de tout le monde. Nous connaissons les circuits que l'argent du Congo a eu à prendre. Parce qu'il y a même des tankers de pétrole qui disparaissent, mais ça va dans les poches des gens. Et l'argent que les gouvernants actuels ont détourné représente près de 95% de la dette actuelle du pays avec le FMI. Et donc, en principe, on n'aurait même pas besoin du FMI. Il suffit de rapatrier tous ces fonds. On n'aura pas besoin de signer un quelconque accord avec le FMI. Avec l'argent que nous avons, nous pouvons relancer le pays. En tout cas, vous l'avez dit, le FMI est aujourd'hui attendu comme le sauveur, mais apparemment, le Fonds monétaire international traîne les pas. Ça fait la 6e fois que le Fonds monétaire international est annoncé, mais ils n'ont jamais répondu à l'appel. Est-ce que vous comprenez cette attitude du FMI? Non, ce n'est pas l'attitude du FMI qui fâche. C'est plutôt l'attitude des gouvernants congolais qui, chaque fois, cachent les informations au FMI. Il y a un manque de transparence. Par exemple, avec la dette concernant la Chine, par exemple, avec la dette au niveau des traders du pétrole. Donc c'est beaucoup plus la partie congolaise qui joue à cache-cache avec le FMI. Et comme ce n'est pas l'argent du FMI, c'est l'argent de la communauté internationale, il y a donc une règle. On ne prête pas à quelqu'un qui n'est pas solvable. Voilà la situation du Congo. Mais dans cette situation, il va falloir quand même faire quelque chose. Les dernières nouvelles ne sont pas autrement très bonnes non plus, parce qu'au niveau de la mobilisation des ressources extérieures, le projet de budget exercice 2018, apparemment, on ne pourra pas réunir tout le montant qu'on a prévu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est dû aux acteurs actuels de notre pays. Ce sont eux qui ont amené le pays dans la banqueroute. Donc, ils sont incapables aujourd'hui d'apporter les véritables remèdes. Le ministre des Finances
et on venait de signer à l'appel des mandats de recherche de fonds. C'est une première dans un pays. Effectivement, même le budget 2018 qu'ils ont eu effectivement à vous faire passer au niveau du Parlement et tout, ils n'arriveront pas à atteindre les chiffres qu'eux-mêmes, ils ont eu à mentionner. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, et la population congolaise, c'est ce qu'elle demande, il y a deux piliers sur lesquels nous devons nous appuyer. Le premier pilier, c'est de permettre une décrispation totale de la situation politique du Congo. Non, ça c'est pour les solutions. Oui. D'abord, on est en train de creuser un peu l'abcès pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce qu'au niveau des prévisions, la loi des finances a prévu 1600 milliards à mobiliser. Mais en fin de compte, on se dit qu'on ne pourra mobiliser que 1160 milliards. Et dans ces conditions, il faut rappeler aussi que le président de la République, lors de son discours à la veille de la fête nationale, a dit, citation, le Congo est loin de la banqueroute. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais je ne partage pas. Mais M. Babilas, vous avez été l'un des journalistes qui avait posé une question, je me rappelle, lors des présidentielles de 2016 à Brazzaville, à M. Sassou, sur la question des fonds de génération future. Il avait dit la main sur le cœur qu'ils avaient placé cet argent à la Banque centrale, que les mécanismes avaient été mis en place pour que cet argent ne puisse plus être touché. Mais vous savez, sur les 14 000 milliards annoncés, aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est la mauvaise gestion qui pousse justement ce gouvernement à ne pas pouvoir remplir ses propres obligations, même ses propres promesses. C'est la corruption qui bat son plein. Mais il y a une chose très importante, l'État a revu quand même à la baisse ses dépenses. Hein. Par exemple, on parle de 1070 milliards au lieu de 1380 milliards initialement prévus. C'est quand même un effort de fait, non? Pas tellement, parce qu'on nous annonce 10% de réduction des salaires des ministres et autres. C'est vraiment insignifiant. Alors qu'il faut effectivement une réduction drastique du train de vie de l'État. Notre État, par exemple, des jets, je parle des avions privés, des avions, etc. Mais tout ça, normalement, on aurait pu revendre ça pour permettre à ce que la cagnotte qu'on gagnerait puisse être réorientée vers d'autres dépenses. L'avion aussi, l'avion présidentiel, c'est un outil de souveraineté aussi, non? Oh, mais vous savez, quand on voyage peut-être une fois par trimestre, à quoi ça sert d'avoir un avion qui est parqué sur le tarmac et qui coûte excessivement cher en termes de, je dirais, de coûts, des pilotes, etc., la maintenance. Monsieur Makome, on va changer de cap dans cette émission et parler du pasteur Ntoumi qui est désormais libre de ses mouvements. Il y a eu levée du mandat d'arrêt qui pesait contre lui. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? En tout cas, pour nous, la signature de l'accord de paix, nous saluons cela. Et comme l'avait demandé le bureau régional des Nations Unies, c'est qu'il faudrait que cette signature de l'accord de paix puisse être élargie en ce qui concerne le volet politique qui doit déboucher sur le dialogue. Et pour nous, nous pensons qu'il faut aller jusque-là et ça permettra déjà aux populations qui ont été violentées, ces populations qui ont été éparpillées dans d'autres endroits, de regagner leur domicile et de commencer à reprendre leur vie. C'est déjà une très bonne chose. Avec la signature de cet accord de paix, est-ce que vous ne voyez pas un peu la manifestation d'une capitulation de l'État congolais face à un individu qui a pris les armes? Mais non, mais je crois que c'est une guerre voulue par le pouvoir. Ah non, comment est-ce qu'un pouvoir voudra faire la guerre dans ces conditions? Mais pour créer la diversion. Pour créer tout simplement la diversion. Je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord avec vous parce qu'un État sérieux ne peut pas déclarer la guerre à son peuple mais nous pour faire de la diversion. Nous sortons d'une élection contestée où celui qui s'est proclamé gagnant après avoir coupé l'Internet, le téléphone, etc. pendant près de 4 jours, d'après les résultats que chacun avait, ne pouvait pas aller même à un deuxième tour. Et donc ça a créé justement des remous dans le pays et le pouvoir lui-même a trouvé là une occasion pour beaucoup plus créer le chaos et permettre dans ce chaos-là justement de diriger, de continuer à régner. Donc si M. Ntoumi n'avait pas pris les armes, vous pensez que le président Sassou ne serait pas plus au pouvoir, c'est cela? Parce que je ne comprends pas très bien la logique, en fait. Pourquoi le pouvoir va faire de la diversion en créant une guerre et dans cette guerre-là, qui sont les victimes? C'est les populations qui sont victimes. Mais oui, mais ce sont les populations qui votent. Ces populations ont voté pour le changement. Le changement, en principe, si les élections avaient été transparentes,
M. Sassou ne serait pas au deuxième tour. En tout cas, le pasteur Ntoumi aujourd'hui a signé, effectivement, comme vous l'avez dit, l'accord de cessez-le-feu. Oui. Et aujourd'hui, on est passé au désarmement. Mais le pasteur pose une condition quand même. Il demande à ce que l'on se prononce sur son nouveau statut. Selon vous, il fallait lui donner quel statut aujourd'hui? Ben, à mon humble avis, le meilleur statut qu'il faut donner au pasteur Ntoumi d'abord, c'est lui permettre de redevenir comme tout citoyen libre, d'aller là où il veut, de sortir, etc. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui, non? C'est déjà le cas. La preuve que la dernière fois, il a fait une apparition publique. Mais oui, mais il a fait une apparition publique, M. Babilas, il sortait de la forêt, d'après ce qu'on nous dit. Il sortait d'une forêt et jusque-là, il est encore en forêt. Il a demandé qu'on puisse réparer ces maisons qui ont été dynamitées, brûlées, etc., pour qu'au moins il puisse vivre comme il se doit. Donc c'est d'abord ça le premier statut qu'il faut lui donner. Mais si je suis bien votre logique, si tant est que c'est le pouvoir qui a voulu faire de la diversion en initiant cette guerre-là, ça veut dire que le pasteur Ntoumi et le pouvoir congolais sont complices. Mais nous viendrons tout à l'heure sur le procès des généraux, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, on va aborder cela. Oui, mais il y a un de ces généraux qui a dit lors de ce procès que les armes que le pasteur ou les jeunes qui sont avec le pasteur utilisaient venaient de quelque part. Ce sont les mêmes armes que nos forces publiques utilisent. Oui. Ce sont les mêmes armes que notre armée utilise. Donc ça veut dire qu'il y a des complicités, n'est-ce pas, en haut lieu au niveau de la chaîne de commandement pour que ceux qui sont à Brazzaville puissent faire partir les armes en sous-main de l'autre côté. Un peu grave ce que vous dites quand même. Hein? Non, mais je pèse mes mots. Vous en mesurez un peu l'importance, la gravité? Très bien, très bien. Parce qu'il faut la manifestation de la vérité pour qu'on arrive justement demain à avoir un pays véritablement apaisé et qu'on ne vive plus ce genre de simulacre. En tout cas, hier, cessez-le-feu, aujourd'hui, désarmement. Est-ce que vous croyez à la finalité de ce processus en cours? C'est possible s'il y a la sincérité des deux côtés. En tout cas, M. Makome, plein de choses à voir encore avec vous, avec de très jeunes qui ont été assassinés dans un commissariat récemment à Brazzaville, l'affaire Gonvo où on accuse l'État congolais, et également quelques généraux dont on a fait le procès récemment pour atteinte à la sûreté de l'État, entre autres choses que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission. Restez avec moi, M. Makome, je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous marquons une pause dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Merci.